Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ancien fonctionnaire international, Benoît Paré, qui est spécialiste, on va dire, de l'observation en zone de conflit et qui a fait une grande partie de sa carrière à observer des conflits dans des zones, on va dire, conflictuelles telles que l'Ukraine ou d'autres pays. Bonjour Benoît Paré et bienvenue sur François. Bonjour. Et merci de nous donner votre temps. Donc, je pense que c'est vraiment important pour les auditeurs de François qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire qu'être un observateur en zone de conflit, quelqu'un qui est allé sur ce terrain. Pour quelle organisation vous travaillez? Alors, je sais que vous avez travaillé pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Je pense que pour la plupart des gens, les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est très intéressant d'illustrer votre carrière au travers des missions que vous avez pu remplir. Et je vais prendre un exemple, notamment quand il y a des élections dans des zones comme la Russie ou aux États-Unis, eh bien, on a le droit d'envoyer des observateurs. Et quelqu'un comme Benoît a pu aller observer des élections de manière à savoir si les élections se tiennent de manière sincère dans l'intérêt de la population. Alors peut-être que ça serait intéressant, Benoît Paré, que vous nous présentiez un petit peu votre parcours et ce que vous faisiez dans un organisme comme l'OSCE. Merci. Alors, déjà, l'OSCE, donc, comme vous l'avez dit, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à ne pas confondre avec l'OCDE, ce que beaucoup de gens font, qui est une organisation à vocation économique, donc, mais qui n'a absolument rien à voir. L'OSCE a été fondée en 1975 à Helsinki, de mémoire, euh, au départ entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, à l'époque de la guerre froide. D'un côté, vous aviez tous les pays membres de l'OTAN, et de l'autre côté, tous les pays membres du pacte de Varsovie. Et il avait été décidé de créer cette organisation, qui est au départ une conférence, afin d'établir un dialogue permanent, afin d'éviter le risque de guerre mondiale. En fait. C'était ça l'idée de base. Et donc le siège de cette organisation est à Vienne. Euh, il se trouve que l'organisation a pris son essor véritablement après la guerre en Bosnie-Herzégovine, la guerre civile de Bosnie-Herzégovine, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, a eu lieu entre 1992 et 1995. À l'époque, la principale organisation internationale qui était présente en Bosnie-Herzégovine, c'était l'ONU. Or, l'ONU s'étant quelque peu décrédibilisée pendant ce conflit, une fois que le conflit a été terminé, suite aux accords de Dayton, les principales puissances se sont réunies en se disant bon, l'ONU c'est un peu décrédibilisé, il faudrait qu'on trouve une autre organisation pour pouvoir gérer la situation pour l'après-conflit. Et à ce moment-là, ils ont pensé bah tiens, on a l'OSCE sous la main, qui a l'avantage de réunir tous les pays de l'hémisphère nord en gros, et qui n'a pas de déficit de crédibilité dans ce pays qui était la Bosnie-Herzégovine à l'époque. Et donc, la première mission d'ampleur de l'OSCE a été lancée en 1996, juste dans la Bosnie-Herzégovine de l'après-guerre. Et c'est là que j'ai eu l'occasion, pour ma part, de faire ma première mission avec cette organisation. À l'époque, je venais tout juste de terminer mon service militaire en tant qu'officier et déjà envoyé en Bosnie, j'avais rencontré les gens de l'OSCE et j'avais trouvé que ce qu'ils faisaient m'avait l'air intéressant et je leur avais demandé comment travailler pour eux, puis ils m'ont expliqué la procédure. Un mois après, j'étais de retour en tant que civil pour les premières élections de l'après-guerre en 1996 en Bosnie-Herzégovine. C'est comme ça que je suis rentré dans le système. Alors après, de fil en aiguille, en fait, je suis de mission courte en mission courte, j'ai fini par être membre permanent de cette mission en Bosnie-Herzégovine, puis en Macédoine du Nord. Ensuite, j'ai fait un bref retour en France. Ensuite, je me suis focalisé sur des missions avec la réserve de l'armée française, où je travaillais pour un organisme qui s'appelle, ou qui s'appelait plutôt le Groupement interarmé pour l'action civilo-militaire. Et dans le cadre de cet organisme, j'ai été envoyé dans d'autres pays en crise, encore la Bosnie-Herzégovine, ensuite le Kosovo, et encore l'Afghanistan 4 fois. Et puis le Liban. Parallèlement, je faisais des missions d'observation électorale avec l'OSCE, toujours, dans une branche de l'OSCE qui s'appelle en anglais l'ODIR. Donc, en français, c'est le Bureau de coordination pour la démocratisation des droits de l'homme, quelque chose comme ça. J'ai pu l'intituler en tête précisément. Mais enfin, bon, les spécialistes sauront reconnaître l'organisation à laquelle je fais référence.
Et j'ai aussi fait des missions d'observation électorale au profit de l'Union européenne, en l'occurrence au Pakistan, au Bangladesh et en Afghanistan en 2014. Donc, je suis retourné en Afghanistan une nouvelle fois en 2014 pour l'Union européenne. J'ai aussi fait une mission pour l'ONU. À l'époque où j'étais déployé au Liban, je travaillais pour la FINUL. En fait, j'avais une double casquette FINUL et armée française. La finule, vous pouvez nous dire ce que c'est que la finule? La FINUL, c'est la mission des Nations Unies au Liban, en fait, tout simplement. Alors, sachant que depuis, de mémoire, le début des années 80, il y a un contingent militaire d'interposition de l'ONU au sud Liban. Et la France a un contingent sur place depuis au moins 1982. Et donc, ben, à un moment donné, ben, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette mission, tout en étant en contact assez régulier avec l'ambassade de France en même temps. Alors, quand on a Voilà. cette expérience, Benoît Pareil, quand on a cette expérience, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce qu'on y fait sur le terrain en Afghanistan ou au Liban? Alors bon, au Liban, c'était pas l'OSCE encore une fois. J'étais toujours dans les actions civiles-militaires. Là, c'est très très particulier au Liban. En même temps, c'est un pays fascinant, je dois dire, magnifique pays où on mange très bien et où les gens sont très attachants. Euh, et au Liban, en fait, je m'occupais d'essayer de lancer des projets de développement dans des villages du sud Liban afin de développer un peu l'économie locale en liaison avec l'armée française. En fait, c'était dans la doctrine militaire française, c'était aussi fait pour donner une bonne image de l'armée française. L'armée française participe au développement de la vie économique du village, donc ça montre que bah, les soldats français sont des gens bien, donc c'était pour faire en sorte de donner une bonne image de la France. C'était ça l'esprit. Donc, c'est quel C'était de terrain, en fait, c'est un travail de terrain pour amener pour ramener la paix et la prospérité quelque part. Des... bah, ça se situe évidemment dans le mandat de l'ONU globalement, qui était de comment dire d'empêcher une reprise d'une guerre au sud Liban. Hein, l'idée, c'était les forces d'interposition étaient là pour empêcher une guerre entre le Liban et Israël, en fait, en Donc, l'occurrence. c'est un véritable mandat pour la paix et pour empêcher la reprise de ces conflits. Et je crois, donc, en préparation, on avait pas évoqué, en fait, vous avez fait d'autres missions pour le contrôle électoral et vous avez aussi passé beaucoup de votre temps en Ukraine. Oui, alors ma dernière mission, enfin mes dernières missions, je les ai effectuées essentiellement en Ukraine à partir de 2015. Alors, j'ai rejoint ce qu'on appelle en français la MSOU, Mission spéciale d'observation en Ukraine. En anglais, c'était la SMMU, donc Special Monitoring Mission in Ukraine. J'ai rejoint cette mission en juillet 2015 et j'y suis resté jusqu'en mars 2020. On continue. J'ai été déployé dans le Donbass à compter d'août 2015. J'ai d'abord passé 15 jours à Donetsk. Ensuite, de Donetsk, on m'a envoyé à Kramatorsk, où j'ai passé un an. Et après un an, je suis parti à Mariupol, où j'ai passé 2 ans et 4 mois. Après Mariupol, je suis allé à Lugansk, où j'ai passé un peu plus d'un an jusqu'à ma démission. J'ai démissionné pour des raisons qui seraient un peu trop longues à expliquer pour ce format. Mais bon, disons que j'en avais assez de manière générale, et donc j'ai démissionné à ce moment-là. Cela dit, je suis revenu en Ukraine fin 2020 pour observer les élections avec l'ODIR. Et on m'a envoyé complètement à l'extrémité du pays. J'étais plus dans le Donbass, j'étais dans la zone de Lviv. J'étais dans l'oblast de Lviv. Et pour le deuxième tour des élections, j'ai même été envoyé dans l'oblast voisin de Volyn. Et donc, c'était très intéressant pour moi parce que j'ai pu avoir un aperçu des extrêmes de l'Ukraine. Le Donbass d'un côté, qui est historiquement pro-russe, et l'extrême ouest de l'Ukraine, qui est l'inverse opposé. Hein, si vous regardez les cartes électorales de l'Ukraine, en fait, des années 2000, à chaque élection présidentielle, vous aviez une coupure du pays est-ouest, mais qui était extrême. C'est-à-dire que les régions du Donbass votaient à 90% en moyenne pour le candidat pro-russe, et les régions de l'ouest de Lviv, par exemple, votaient à 90% pour le candidat pro-occidental. Puisque dans les années 2000, en fait, il y a une division politique qui s'est faite selon cet axe-là en Ukraine. Et donc, c'était un pays extrêmement divisé, en fait, extrêmement polarisé, déjà dès les années 2000, mais même avant.
avant mon départ en Ukraine, en fait, moi, je me suis documenté, j'ai lu, j'ai acheté des bouquins, bon, je me suis documenté aussi sur Wikipédia, un peu comme tout le monde. Et là, je me suis aperçu de toute la complexité de l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Euh, et déjà, en fait, dès 1996, quand on vous prenait le livre de Samuel Huntington, Le clash des civilisations, qui est bien connu, il se trouve que j'avais commencé à lire ce bouquin et je l'avais pas terminé avant de partir en Ukraine. Il se trouve que je l'ai terminé en Ukraine. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait tout un chapitre sur l'Ukraine dans ce livre, que j'ai trouvé d'autant plus intéressant que j'étais déjà sur place. Et là, j'ai lu que Huntington, dès 96, avait prédit tout ce qui allait se passer. En fait, en résumant, Huntington disait, si l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN et l'UE, la plus grande probabilité, c'est que ça se termine en guerre civile avec intervention de la Russie. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Donbass. Et ce qu'on voit encore aujourd'hui. Donc déjà en 96, un observateur avisé avait les moyens de prédire tout ce qui allait se passer. À côté de ça, j'ai même trouvé par la suite une vidéo d'un intellectuel ukrainien qui, dès 91, dès l'indépendance, avait prévu la même chose. Cette vidéo circule en fait sur les réseaux sociaux. Alors j'ai plus le nom de l'intervenant en tête, mais enfin en cherchant, je pourrais le retrouver. Mais si vous voulez, il y avait déjà des gens dès le début qui étaient conscients de la fragilité de l'État ukrainien à cause de cette extrême disparité entre l'Est et l'Ouest. Et même les dirigeants de l'Ukraine eux-mêmes, en fait, étant conscients de ça, ont même passé des textes de loi pour, par exemple, criminaliser les appels publics à changer les frontières de l'Ukraine. Ça, faut le savoir. Moi, je l'ai appris quand je suis arrivé en Ukraine. Alors, je vous explique un petit peu, du coup, ce que j'ai été amené à faire en Ukraine. En fait, assez vite, vu mon profil, on m'a dit, tiens, ben, on propose de vous affecter dans une équipe qu'on appelait l'équipe de la dimension humaine, qui était une équipe, en gros, de spécialistes des droits de l'homme. En fait, c'est tout ce qui n'était pas purement militaire. On m'a affecté là-dedans. Et du coup, j'ai été amené à avoir des informations très sensibles. J'ai été amené à interviewer des gens qui disaient avoir été victimes de torture. J'ai été amené à interroger des journalistes victimes de torture. J'ai été amené à, enfin, en tout cas, qui disaient avoir été victimes de torture, soyons précis. J'ai été aussi amené à assister à des procès, tous liés au conflit, parce que C'était dans les années 2015 à 2020, c'est ça? Entre quelle période c'était? Parce que juste ouais, me situe un petit peu. exactement. Oui, c'est exact, c'est exact. J'ai commencé dès 2015 à assister au D'accord. procès. Et donc, Euh, quand vous assistez à tout ça, en fait, comment ça se passe, juste pour qu'on illustre pour les auditeurs? Donc, vous assistez à ça, vous faites des rapports. Ces rapports remontent à une forme de hiérarchie, de manière à ce que cette information, elle soit analysée, elle soit comprise par les politiques. Ce qui veut dire que si vous, sur le terrain, vous êtes les yeux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, donc les yeux, l'analyste. Donc, comment faites-vous déjà pour valider si cette information est correcte? alors, bon, il y a une des bases en fait du rôle d'observateur ou du rôle du reporting, mais déjà que j'avais assimilé avant, notamment quand on observe les élections, c'est que quand on écrit un rapport, on ne dit pas voilà ce que j'écris est la vérité, on dit voilà j'ai rencontré un tel qui m'a dit ceci. Vous rapportez Ça des c'est éléments la base. que je vous ai dit, voilà. On rapporte des éléments en citant les sources. Euh, mais sans forcément se positionner sur la véracité ou pas de ce que dit l'interlocuteur. Pour vérifier si ce que dit l'interlocuteur est exact, il faut faire des croisements. Et si on n'a pas la possibilité de faire des croisements, eh ben on le prend en compte, mais comment dire, avec une certaine prudence. Donc, vous mettez par C'est pour exemple ça, d'ailleurs. information non vérifiée ou information non croisée, vous mettez ce genre de. Alors, si vous voulez, nous, on en rendait compte dans nos rapports de tout ce qui nous paraissait intéressant et pertinent. Euh, par, bon, un jour donné, en fait, vous pouvez récupérer une information. Bon, c'est un interlocuteur qui vous donne cette information, c'est pas forcément vrai, mais vous la notez, vous la mettez quelque part en disant peut-être qu'un jour on va pouvoir la croiser. À ce moment-là, ça va être plus que le témoignage d'une personne, ça va être quelque chose qui va prendre de la consistance. Quand c'est Vous pourrez les dire, en plusieurs fait. personnes, plusieurs sources différentes qui vont vous donner la même info, là, ça commence à avoir de la consistance. Si vous voulez.
Et Mais donc, bon, ça c'est le même travail que qu'un journaliste ou qu'un agent de renseignement quelque part. On suivait un peu la même logique. Hein. On est face à des informations et bon, on les récupère, mais tout en sachant que il n'y a pas de garantie que l'information qu'on vous donne soit vraie. En tout cas, on les récupère. Et oui, donc, comme notre il y a une grosse différence avec le métier du journaliste quand même, c'est que vous devez rapporter les informations et ça reste dans une espèce de base de données pour vos supérieurs, pour l'information. Elle n'est pas publiée tant qu'elle ne devient pas valide. Tandis que le journaliste, lui, ce qu'il fait, c'est il doit publier, donc il doit informer le grand public et donc il a le devoir de vérification pour éviter, on va dire, de faire des fake news ou pour éviter de la diffamation ou du dénigrement. Donc ça, c'est vraiment une différence. Et alors, quand on était dans le Donbass en 2015 qu'il y avait, on va dire, un certain nombre de faits militaires, de crimes de guerre contre une partie du peuple ukrainien, expliquez-nous ce que vous rapportiez, on va dire, et ce que nos hommes politiques en France ne pouvaient pas ignorer, d'après vous. Alors, si vous le permettez, je vais faire un petit retour en arrière sur cette histoire de reporting parce que je ne suis pas rentré dans le détail de la méthodologie. En fait, tout part au départ de ce qu'on appelait des rapports de patrouille. Parce on faisait sur le papier ce qu'on appelait des patrouilles. On partait le matin en véhicule et puis on allait à un endroit donné, dans un village, dans une ville, ou assister à un procès ou à un rendez-vous particulier avec une personne donnée. Et ensuite, on faisait un rapport de patrouille. Ça, c'est l'information brute. Ensuite, ce rapport de patrouille était envoyé à ce qu'on appelait la chaîne reporting en anglais. J'ai jamais trouvé d'équivalent en français de chaîne reporting. Bon, la chaîne du reporting, elle, était censée, comment dire, évaluer si l'information qu'on leur donnait était publiable ou pas. Et la plupart des informations brutes n'étaient pas publiables parce que c'était pas recoupé. Mais donc, on gardait ça dans un coin. Mais in fine, à la fin de la journée, toutes les patrouilles qui étaient déployées dans le pays, en fait, produisaient leur propre rapport de patrouille, qui ensuite donnait pour chaque base présente dans le pays un rapport de base. Et tous ces rapports de base arrivaient in fine à Kiev, à la capitale, où vous aviez un bureau centralisateur qui était censé de faire une synthèse de toutes les informations montant du terrain. Et je peux vous dire que la synthèse finale, c'est, allez, 2% de l'information récoltée sur le terrain. En gros, hein. Tellement il y a une masse d'informations qui étaient récupérées par toutes les équipes sur le terrain. Mais ce qu'in fine on considérait comme publiable, c'était uniquement les faits. Vous voyez, notre organisation avait un motto qui était Facts Matter. Hein, les faits comptent, voire seuls les faits comptent. Et donc, du coup, quand on part de ce principe-là, il y a énormément d'informations qui ne sont pas publiées parce qu'elles ne sont pas à 100% sûres. Voilà. Pour vous expliquer le processus. Hein. Non, mais c'est Et très du coup, important. Vous faites bien de le mentionner. Ça veut dire que, à la base, vous êtes une organisation factuelle et que l'information qui doit être publiée, c'est comme dans le métier du journalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi et que surtout en plus, quand il s'agit de faits de guerre, comme on dit, ou de faits dans de zones de conflit, on doit faire très attention parce que vous pourriez vous-même être victime de désinformation quelque part sur le terrain. oui, tout à fait. On était tous conscients qu'un interlocuteur peut tenter de nous enfumer, comme on dit. Hein. C'est le cas Dans ce politique. genre. Quand on est observateur, l'enfumage, ça existe. Oui, absolument. Et donc, on était tous conscients de ça. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit, si vous voulez. D'accord. Euh, Et comment vous enlevez ces biais comment vous arrivez à vous débiaiser, on va dire, de cet enfumage, c'est-à-dire en parlant avec vos collègues, en validant, c'est au bout d'un certain temps, vous avez l'expérience, vous voyez si les gens sont crédibles. Comment vous arrivez à faire tout ça? pour vous donner un exemple, un jour, j'étais dans un village, Sartana, village de Sartana qui est au nord-est de Mariupol. Il y avait eu un bombardement, une fois n'est pas coutume, parce que ça n'arrivait pas si souvent à l'époque où j'étais sur place, un bombardement de la RPD sur le nord de ce village. Et donc, j'avais été envoyé sur place pour faire une évaluation des dégâts. Et donc, bon, il y avait heureusement pas eu de victimes à cette occasion. Mais bon, il y avait eu quand même quelques dégâts sur des maisons. Donc, voilà, j'étais chargé de faire un rapport là-dessus. Et puis, il se trouve que
je suis retourné le lendemain sur ce village parce que c'était un fait assez rare que les RPD bombardent un village. Et donc, je suis retourné au même village en demandant aux gens est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu un bombardement ukrainien juste avant? C'était l'idée que j'avais en tête. Et il se trouve que j'ai rencontré 3 personnes différentes qui ne se connaissaient pas les uns les autres, qui m'ont donné la même info chacun. Ils m'ont dit oui, une demi-heure avant le bombardement de l'RPD, dans telle direction, ils me montrent avec leurs bras, à environ 1 kilomètre, 1,5 km, il y a eu des canons automoteurs des 2S1 ukrainiens qui se sont positionnés et qui ont bombardé le camp de l'RPD. Là, ça change, si vous voulez, les circonstances. Ça veut dire que le bombardement de l'RPD était une riposte à ce bombardement ukrainien. Et alors après, j'avais aussi discuté avec mon chef américain, enfin un de mes chefs américains à l'époque, qui m'avait expliqué la dynamique qu'il y avait sur place. C'était que dans cette région du front, les RPD n'avaient pas d'armement de même portée que les Ukrainiens. Et donc, quand ils essayaient de bombarder la position d'où les Ukrainiens les bombardaient, en fait, en anglais, on dirait they fell short. En l'occurrence, ils bombardaient les roquettes. Les roquettes tombaient trop court et n'atteignaient pas la cible et ça tombait dans le village. Et il y a eu plusieurs incidents au niveau de Sartana, où j'ai pu vérifier après, qui se sont déroulés sur un scénario similaire. Voilà. Mais si vous voulez, l'idée que le bombardement était une riposte, un bombardement ukrainien, m'a été donnée par 3 personnes différentes qui ne se connaissaient pas, donc qui n'ont pas pu se coordonner. On sait que les types que j'ai interviewés au hasard en marchant dans la rue savaient que j'allais arriver et savaient quelles questions j'allais leur poser. Et à l'époque, les gens du reporting nous disaient, chaque fois que vous avez une information sur le terrain, essayez de la trianguler. C'était le terme triangulate en anglais. Et là, en l'occurrence, trianguler, ça veut dire quoi? Avoir au moins 3 sources. Et là, j'étais allé sur le terrain et j'avais récupéré mes 3 sources. Donc, j'ai considéré que j'avais rempli mon travail. OK, j'ai une info et elle est confirmée par 3 personnes. Sauf que, après, il y a les aléas des a priori des uns et des autres. L'officier du reporting de ma base à ce moment-là m'a dit, ah oui, mais écoute, j'ai pas tenu compte de ton rapport parce que pour moi, ces gens-là montent. Et là, bon, j'avais pas de réponse parce que comme c'était une information qui lui plaisait pas, il avait décrété que les gens montaient. Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Si vous voulez. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de me rendre compte aussi, enfin pas seulement à ce moment-là, mais c'était un exemple parmi d'autres, que dans la chaîne reporting, vous pouviez avoir des gens qui avaient un biais idéologique par rapport aux informations qu'on leur donnait et qui décidaient ou pas de reporter l'information. Et si vous voulez, au bout d'un moment, en fait, bon, on était aussi en contact avec nos ambassades. Hein. Ce que j'ai pas expliqué sur tout l'OSCE, c'était que, in fine, en fait, tous les rapports de l'OSCE, enfin de la MSOU, mission spéciale d'observation qui arrivait à Kiev, tous ces rapports, une fois qu'ils étaient compilés, ils étaient publiés le lendemain. Mais essentiellement, alors c'était accessible à tout le monde, y compris aux journalistes, au grand public. Enfin, encore fallait-il savoir que ça existait, parce que peu de gens savaient. Mais sinon, les rapports étaient envoyés à Vienne, aux délégations des pays membres de l'organisation, dont la délégation française, mais aussi la délégation américaine, la délégation russe, la délégation ukrainienne, parce que tous ces pays étaient membres de l'OSCE. Et donc, à un moment donné, en fait, la France a pris l'initiative d'organiser des réunions avec des observateurs français pour voir comment ça se passait. Et à ce moment-là, tout le monde leur a dit, écoutez, en fait, il y a la partie d'information qui vous arrive, c'est infinitésimal par rapport à tout ce qu'on voit sur le terrain. Et donc, les diplomates ont trouvé très intéressant les échanges avec nous à l'époque et ont décidé d'instaurer en fait un système de reporting régulier, direct. Enfin, pas un système de reporting, mais on avait des réunions. On avait des réunions 2-3 fois par an, directement à l'ambassade, tous les observateurs français, avec les gens de l'ambassade, où on avait des discussions sur ce qui se passait sur le terrain, quoi, en gros. Et tous les autres pays se sont mis à faire la même chose que la France. Donc la France a montré l'exemple. Ensuite, tous les grands pays, en tout cas, se sont mis à faire la même chose. Parce que tout le monde avait conscience que des rapports officiels ne donnaient qu'une petite partie de la réalité. Donc en fait, c'est les administratifs, les membres du gouvernement français organiser des réunions avec des gens du terrain, avec des gens qui avaient vraiment vécu, une fois qu'ils avaient lu les rapports, de manière à pouvoir eux-mêmes faire leur vérification, on va dire.
valider, poser plus de En fait, questions. si vous voulez, en fait, il y a une chose que nous disaient les diplomates, c'est que bon, aucun diplomate occidental n'avait accès aux zones séparatistes parce que on ne reconnaissait pas ces zones et que l'Ukraine interdisait à quiconque d'aller dans ces zones de toute façon, même pour les journalistes. C'était très compliqué. Il fallait demander l'autorisation de l'Ukraine d'aller sur place, mais bon, comme l'Ukraine ne contrôlait pas le terrain, je n'ai pas de cas où l'Ukraine a autorisé quelqu'un à aller dans le Donbass géré par les séparatistes. Bon, j'ai pas. Alors, il y a des journalistes qui sont allés, mais à leur risque et péril, c'est-à-dire qu'ils risquaient ensuite d'être ne plus pouvoir travailler en Ukraine. Voilà. Et bon, il y a plusieurs cas dont j'ai eu connaissance à ce titre. Et donc, les diplomates ne pouvant pas C'était non plus aller sur place, ils étaient, si vous voulez, très intéressés d'avoir notre ressenti, nos impressions, nos informations sur comment était la vie là-bas, aussi des choses aussi basiques que ça. Comment est la vie là-bas qu'est-ce qu'on trouve dans un magasin Est-ce qu'il y a des hommes en armes qui errent dans les rues et qui sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge, comme on le leur disait Est-ce que c'est la jungle, comme on le leur disait Et puis, à un moment donné, moi, je me suis retrouvé à vivre à Lugansk pendant un an et quelques mois. Et je me suis aperçu que la vie était quasi normale. Les gens allaient travailler, ils prenaient le bus pour aller travailler, les magasins étaient fournis, les gens menaient leur vie, comme dans n'importe quelle autre part de l'Ukraine, sauf que c'était sous une administration différente. Alors, ce que vous êtes en train de dire, Voilà. me paraît, c'est très important. C'est que quand on a un gouvernement centralisé comme en Ukraine, on a empêché une certaine partie de l'information dans le Donbass de permettre en fait de circuler. Et donc vous, en étant sur place, vous étiez capable de fournir la description exacte de comment on vivait. J'imagine quand vous dites que les supermarchés étaient approvisionnés, on vous a pas montré un seul supermarché qui était celui qui était approvisionné. Vous avez fait un échantillonnage sur d'autres supermarchés. Donc, quand vous dites que la vie était quasi normale, c'est pas comme dans le Truman Show où on vous montre juste une petite partie pour qu'on vous puissiez dire ce genre de choses. Écoutez, à Lugansk, on avait le droit d'aller où on voulait. Les seules limites qui nous étaient données, c'était notre propre organisation qui nous les donnait. Donc, on n'avait pas le droit de sortir de la ville. Mais Lugansk, c'est une ville de 500 000 habitants, en gros. Enfin, en tout cas, avant la guerre, c'était 500, 600 000 habitants. Une assez grande ville. Et donc, j'ai parcouru par moi-même, en bus, l'ensemble de la ville. Enfin, pas l'ensemble de la ville, mais presque. Je suis allé visiter des quartiers où il y avait personne, tout seul, pour voir à quoi ça ressemblait. Comment dire, personne m'a jamais empêché d'aller où je voulais. J'ai jamais été arrêté par un policier ou un militaire ou quoi que ce soit. Et du coup, j'allais moi-même faire mes courses pour manger, voilà, comme n'importe qui. Et nous tous d'ailleurs. Et on était éparpillés dans plusieurs hôtels de Lugansk. En tout, on était éparpillés sur 5 hôtels différents. Et on avait totale liberté de mouvement. Cela dit, la seule chose qui était une limitation, c'est qu'il y avait un couvre-feu. Il y avait un couvre-feu à 23 heures, mais qui était imposé à tout le monde dans la ville et donc y compris à nous aussi. Euh, voilà. Pareil à Donetsk. À Donetsk, il y avait un couvre-feu aussi, qui était encore plus tôt, parce que Donetsk était beaucoup plus proche de la ligne de front. Et donc Donetsk était régulièrement bombardé, malheureusement. Euh, et donc, il y avait plus de risques à Donetsk. Et donc, moi, quand j'étais à Donetsk en 2015, on avait une liberté de mouvement qui était très limitée à ce moment-là, mais limitée par notre mission. C'était pas limité par les autorités locales. Je m'en suis aperçu d'ailleurs un jour, avant de quitter Donetsk, parce que je m'étais dit, tiens, j'ai vu un McDo de loin, je voulais voir est-ce que le McDo était ouvert. Et, sauf qu'il fallait que je traverse une place, et la place était la limite donnée par notre sécurité qu'on n'avait pas le droit de franchir. Sauf qu'il y avait 2 policiers locaux sur la place, et quand je suis arrivé de l'autre côté, ils sont venus vers moi en me demandant mes papiers. Et là, oh là, là, j'ai eu des sueurs froides en me disant qu'est-ce qui va m'arriver. Par rapport à ce qu'on nous racontait, j'imaginais qu'on allait m'embarquer dans une cave, me tabasser, quand je suis retenu en otage, et puis que, je sais pas, on verrait ma tête dans les journaux télévisés, parce que voilà, je serais le énième observateur de l'OSCE qui a été enlevé, parce qu'il y a eu des enlèvements au tout début en 2014, et que ça aurait été de ma faute parce que je m'étais aventuré au-delà des limites autorisées, et que donc on allait, à minima, que j'allais perdre mon emploi, etc. J'avais peur de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Le policier, j'ai sorti ma carte de l'OSCE, le policier m'a dit, oh, OSCE, pas de problème. Excusez-moi, bonne journée. Terminé. Voilà. Et là, j'ai compris combien on était conditionnés nous-mêmes par notre propre organisation et que c'était pas les autorités locales qui mettaient des limites à nos déplacements à ce moment-là. C'était notre propre sécurité. Voilà, donc ça, c'est pour clarifier un point, Ah oui, c'est un très point de détail. important de clarifier tout ça. Donc en fait, les politiques français, les membres du gouvernement, de la haute administration, ils savaient, on va dire quelque part, ce qu'il se passait là-bas. Alors donc, on vivait normalement dans le Donbass, même si jamais on était un pays séparé, comme vous avez dit, séparatiste, il y avait quand même une zone de conflit. Comme vous avez dit, on est dans une zone qui votait à 90% pour le candidat russe. Et quand on regarde l'ouest de l'Ukraine, donc qui va voter pour le candidat occidental, donc on a un pays divisé. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand même de comprendre quelles sont les caractéristiques de l'Ukraine pour quelqu'un qui a été dedans, puisque quand même, quand on regarde avant le Maïdan, en 2014, et après, avant le conflit, on avait quand même un pays qui paraissait sur les grilles internationales assez corrompu, avec une montée du nazisme, avec une montée d'un certain nombre d'excès. Et j'aimerais savoir ce que quelqu'un comme vous peut dire sur votre expérience du pays à l'époque. Oui, vaste sujet. Euh, si je comprends bien votre question, on peut peut-être revenir en arrière aux origines du conflit actuel, en Oui, 2014. peut-être, oui. Ouais, d'accord. D'accord. Euh, donc, le conflit qu'on vit actuellement, qui est dramatique, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens au moins qui sont morts des deux côtés. Moi, personnellement, je me définis comme un humaniste. Je trouve ça, mais comment dire, dramatique, ce qui se passe. Et donc, je me suis engagé toute ma vie dans des zones de conflit pour essayer de dédramatiser les choses et d'amener la paix. Ça a toujours été ma boussole, encore aujourd'hui. Et malheureusement, bon, aujourd'hui, on va vers une espèce d'hystérisation qui fait peur. Enfin bon, je pars sur autre chose. Revenons aux origines du conflit en 2014. Euh, on nous a présenté ça dans les médias occidentaux comme une révolution romantique, des événements de Maïdan les gens se sont débarrassés d'un président corrompu, pro-russe, affreux, et c'était très bien comme ça. Et donc tout est normal. Tout ça a été le peuple uni d'Ukraine qui s'est débarré d'un affreux dictateur. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a présenté les événements. Or, moi, quand j'ai été déployé en Ukraine, euh, j'ai eu accès à des synthèses de presse qui étaient à la fois des synthèses de presse ukrainiennes, des synthèses de presse russes et des synthèses de presse séparatistes. On avait accès à tout. Parce que notre mandat, vu qu'on avait à la fois les Russes et les Ukrainiens qui faisaient partie de l'OSCE, nous imposait un devoir de neutralité. C'est important à comprendre. Nous avions tous un devoir de neutralité. Il était interdit pour nous de prendre parti. Et encore aujourd'hui, j'essaye de suivre, dans mon appréhension des problématiques, j'essaie de suivre cette même attitude, si vous voulez. Parce que je pense qu'à partir du moment où on prend parti, on s'engage dans une manière de penser qui devient biaisée. Et là, c'est un engrenage. Et là, comment dire, on perd la capacité toujours de rester objectif. Même si, bon, au bout d'un moment, on est influencé forcément par ce qu'on voit. Bref, 2015 plutôt, dans la mission, je tombe sur un article qui émanait de la presse russe. À l'époque, c'était Sputnik. Et le titre était les événements de Maïdan apparemment n'étaient pas comme on nous avait présenté. Apparemment, c'est l'opposition qui avait organisé la tuerie. Je vois ça, ça me choque sur le coup. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Donc je lis l'article et bon, ok, l'article confirme ce qu'on voyait en chapeau. Après, je me dis bon, c'est Sputnik, c'est russe, donc rien ne nous dit qu'ils disent la vérité. Donc je suis allé voir la source, hein, la base. Donc qui a en fait présenté cette thèse? C'était un universitaire canadien, l'université d'Ottawa, qui s'appelle Monsieur Ivan Kachanowski. Et donc, je suis allé sur le site de l'Université d'Ottawa et là, on voit toute la thèse, 72 pages. Et pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que pour moi, c'est fondamental, ce que je dis là. Parce que
ça vous donne une compréhension de tout ce qui s'est passé après qui est complètement différente. En fait, ce que M. Kachanovski démontre, encore une fois, c'est un Ukrainien à la base, mais d'origine, Ukrainien d'origine, mais qui a immigré au Canada. Donc, en fait, il s'est basé sur toutes les vidéos qu'il a pu trouver des événements de Maïdan, tous les articles qu'il a pu trouver en diverses langues, et il a croisé tout ça, et il est arrivé à la conclusion que la plupart des gens qui ont été tués sur la place Maïdan, les morts qu'on a attribués à la police de Yanukovych, ont en fait été tués à partir d'immeubles contrôlés par les séparatistes. Pardon, les séparatistes. C'est les séparatistes de l'époque, d'une certaine manière. C'était les manifestants de Maïdan, en clair, bâtiment contrôlé par Svoboda. Alors Svoboda, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parti d'extrême droite ukrainien, même, on peut dire carrément nazi, néo-nazi. Vous avez des photos du leader de ce parti, Tianigok, qui s'appelle, 10 ans avant, où il fait le salut hitlérien en tribune. Hein, donc ça, c'est un parti nazi. Et ces gens-là ont une position prominente dans les événements de Maïdan. Ils occupaient l'hôtel Ukraina, notamment, qui est un grand hôtel de la place Maïdan, d'où sont partis la plupart des tirs. De l'autre côté, il y avait un autre bâtiment qui était tenu de mémoire par des gens de Travis Sector. Et là aussi, il y a des tirs qui sont venus. Et donc, ça change complètement l'historique de la révolution la soi-disant révolution. À ce moment-là, on comprend que c'était pas une révolution, mais que c'était un coup d'État. Et après, quand on croise ça avec d'autres éléments, conversation enregistrée de Victoria Nuland avec l'ambassadeur américain à Kiev, qui a été, de mémoire, publié le 4 février 2014, donc avant le coup d'État, on s'aperçoit qu'ils étaient déjà en train de désigner le nouveau Premier ministre qui allait être désigné après le coup d'État. Yatsenyuk. Yatsenyuk a été nommé le 27 février 2014. Et déjà le 4 février, vous avez Victoria Nuland qui dit au téléphone, oui, en fait, on pense à Yatsenyuk pour intégrer le gouvernement, je crois même qu'elle dit le Premier ministre. Et elle écarte en même temps les deux autres leaders de l'opposition médiatisée à l'époque, qui était l'actuel maire de Kiev, Klitschko, et le chef de Svoboda, qui a été écarté probablement parce que, bon, vu son profil, valait mieux pas le remettre en avant. Sinon, c'est un peu trop gros qu'on avait l'extrême droite, la pire extrême droite d'Europe au pouvoir. Mais alors, on a mis le leader de Svoboda de côté quand on a formé le gouvernement, mais on a quand même mis 4 ministres de son gouvernement, dans le gouvernement. 4 ministres Svoboda, 4 ministres d'extrême droite. On dit qu'en France, le Rassemblement national, c'est d'extrême droite, mais Svoboda à côté, c'est. Enfin, si le Rassemblement national est d'extrême droite, Svoboda, c'est hors champ. Hein. C'est hors champ. Bref. Et donc, voilà. Et ces gens-là ont intégré le gouvernement. Et donc, immédiatement, dans toutes les zones pro-russes, les zones russophones, en fait, vous avez des manifestations spontanées dans toutes les villes. Parce qu'ils se sont dit, c'est quoi ce gouvernement? Déjà, le 23 février, juste après l'éviction de Yanukovych, l'éviction par l'intimidation et la force, et en plus avec toute une mise en scène pour faire croire qu'il avait fait tirer sur la foule, ce que lui a toujours nié. Je rappelle aussi qu'il y a eu un procès sur le massacre de Maïdan qui n'a jamais eu de conclusion au jour d'aujourd'hui. Et les éléments partiels qu'on a tirés de ce procès, qui sont d'ailleurs cités par Ivan Kachanovski, parce que c'est ça après, concluent qu'en effet, il y a au moins une dizaine de personnes, dont même dans le procès, ils concluent qu'on leur a tiré dessus à partir de l'hôtel Ukraina, occupé par Svoboda, encore une fois. Bref, donc, mais bon, ça, c'est pas médiatisé, si vous voulez. Il faut être vraiment spécialiste du sujet pour être au courant de tout ça. Donc, pour revenir à la mise en place du gouvernement, le 23 février, l'Assemblée, ce qui restait des députés élus à l'Assemblée nationale ukrainienne, ont voté une loi pour, ils ont annulé une loi qui donnait aux Russes le statut de langue officielle régionale. Et ça, comment dire, ça a effrayé les gens partout dans les zones russophones. Parce que ça a été la première décision que le nouveau Parlement a prise. Une fois, après avoir nommé Turchinov en tant que président par intérim, deuxième décision, on annule le statut de langue régionale pour le russe. Et tous ces gens se sont soulevés. Et alors au départ, c'était des manifestations spontanées dans toutes les grandes villes, mais qui n'étaient pas vraiment organisées, si vous voulez.
Et après, en faisant mes recherches, je me suis aperçu, par exemple, qu'à Donetsk, la première réunion d'ampleur, la réunion, enfin, manifestation d'ampleur a eu lieu dès le 1er mars. Je rappelle, Yatsenyuk est désigné Premier ministre le 27 février. Donc, c'était pas une année bissextile. Donc, c'est 48 heures après, vous avez la première grosse manifestation à Donetsk. Et les gens désignent ce qu'ils appelaient un gouverneur du peuple, qui s'appelait Pavel, j'ai noté son nom pour m'en Donc ça, c'est souvenir, Pavel Goubarev. pour la, Pavel Goubarev. pour la zone indépendantiste, on va dire. Hein. Oui. Alors, à Donetsk, donc, vous avez Pavel Goubarev qui se présente comme gouverneur du peuple. Alors, il y avait des partisans, vous étiez, je sais pas, quelques centaines, quelques milliers, qui le désignent comme leur représentant. Et ce Pavel Goubarev, le 3 mars, dès le 3 mars, occupe le conseil régional de Donetsk avec ses partisans. Et l'occupation dure 3 jours. Au bout de 3 jours, bah, il se fait, enfin, les indépendantistes, enfin, ils se disaient pas indépendantistes à l'époque, ils voulaient un référendum sur la fédéralisation. C'était pas l'indépendance à proprement parler. Mais ces gens-là se sont fait virer par le SBU et la police du bâtiment, et Goubarev a été la première personne, à ma connaissance, arrêtée pour séparatisme. Euh, et je me suis aperçu après que quand j'étais à Kramatorsk et à Mariupol, qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont fait arrêter au nom de cet article sur le séparatisme. C'est l'article 110.2 du Code pénal de l'Ukraine. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure. L'article 110.2 du Code pénal de l'Ukraine dit que toute personne qui fait la promotion publique des changements des frontières de l'Ukraine, cette personne-là est passible de 3 à 5 ans de prison. Et c'est aggravé si en plus on considère que à cause de votre prise de position, il y a eu des morts, etc. Et donc, bah, comme les choses ont dégénéré, si vous voulez, après, bah, les actes d'accusation se sont aggravés. Mais déjà, l'acte de base, c'est 3 à 5 ans de prison. Et Goubarev a été le premier à être arrêté à ce titre-là. Et j'ai vu qu'après, dans la région de Donetsk, parce que j'ai récupéré les chiffres de la part du parquet de la région de Donetsk, on a inculpé, rien que dans la région de Donetsk, 81 personnes pour l'article 110. Alors après, moi, ce qui m'a fait bondir récemment, c'est que on a maintenant des personnalités politiques ou des journalistes qui disent il n'y a jamais eu de séparatisme en Ukraine. Comment on peut dire ça euh, et encore une fois, il y a 81 personnes qui ont, rien qu'à Donetsk, dont le procès a été au titre de l'article sur le séparatisme. Et après, on va dire non, non, ça n'existe pas. Ah non, je suis désolé. Il y a des records, comme on dit, il y a des traces. Et alors, l'argumentaire de ces gens-là, c'est de dire oui, mais tout ça est organisé par la Russie parce que la preuve, c'est qu'il y a des citoyens russes qui, à un moment donné, ont tenu des postes à responsabilité dans les structures indépendantistes de la RPD et de la LPR. Alors, je connais moins bien le cas de la LPR, mais en revanche, je connais beaucoup mieux le cas de la RPD, parce que c'est là que j'ai travaillé l'essentiel du temps. Et l'RPD, c'est comment vous pouvez décrire ce que la c'est? République populaire de Donetsk. République populaire de Donetsk. Donc, je disais tout à l'heure qu'au départ, il y a eu les premières manifestations, puis ça se termine par l'arrestation du leader. Donc, ça montrait que tout ça n'était pas vraiment préparé, en fait, selon moi en tout cas. Et puis, les manifestations ont continué dans toutes les grandes villes, mais rien n'était structuré. Et alors, ensuite, je me suis attardé sur le cas de Mariupol, parce que quand j'étais déployé à Mariupol, j'ai eu l'occasion d'assister à des procès de gens qui ont été arrêtés suite aux événements de 2014. Alors, il y avait un premier procès dans lequel les deux accusés étaient un maire du peuple, soi-disant maire du peuple. C'était le troisième, en fait, maire du peuple représentant la RPD, qui avait été arrêté au mois de juin. Et accusé avec lui dans le box des accusés, vous aviez une femme, Roujdenko s'appelait, qui, elle, se présentait comme députée pour le Conseil suprême de la RPD, la République populaire de Donetsk, représentant Mariupol. Donc, ces deux personnalités ayant tenu des positions de la RPD ont été arrêtées, et j'ai suivi leur procès. Alors, j'ai pas suivi forcément les premières audiences, parce que le procès a été recommencé 5 fois. Donc, j'ai suivi la dernière version du procès. Mais c'était fascinant pour moi, parce que pendant ce procès, en fait, on a eu la diffusion de films qui ont été filmés par un journaliste local,
dont le nom me vient à l'esprit, mais je vais pas le citer parce que je ne sais pas s'il aimerait être cité. Euh, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré après, ce journaliste, parce que lui-même, il a failli être arrêté. Finalement, il a été relâché parce qu'il a bien voulu donner toutes les bandes vidéo qu'il avait filmées des réunions internes des gens de la RPD à Mariupol. Donc, si vous voulez dire, c'est un document historique qui est une mine d'or pour comprendre comment se passaient les choses à l'époque. Et j'ai réalisé que je suis peut-être le seul occidental à avoir vu ces films. Euh, et donc, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler. Et dans ces films, en fait, vous voyez une assemblée peut-être d'une centaine de personnes, et vous voyez en même temps qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, donc ça a l'air ouvert au public. Et vous avez cette Madame Gruzdenko, donc députée de la République populaire de Donetsk, qui est en train de décrire aux gens la situation dans la ville. Et à l'époque, vous comprenez que les vidéos sont filmées fin mai, début juin, parce que déjà à ce moment-là, le deuxième maire désigné par la population, enfin une partie de la population, avait été arrêté. Les deux premiers candidats au poste de maire du peuple étaient des gens de Mariupol, et ils avaient été arrêtés le premier le 5 avril. Le premier a été arrêté le 5 avril, le deuxième a été arrêté le 25 mai. Et le troisième a été arrêté le 12 juin. Et tous ces gens-là sont des citoyens de Mariupol. Moi, dans tout ce que j'ai vu, ensuite, on voit apparaître un chef des troupes militaires de la RPD à Mariupol, qui s'appelle Borisov. Ce type commence à apparaître le 18 mai. Et comme me disait le journaliste avec qui j'étais en contact, ils n'ont vu personne en uniforme de la RPD, en tout cas, jusqu'au référendum du 11 mai. Ils ont, dans tout le Donbass, alors certains diront occupé, mais nous, on évitait de dire occupé à l'OSCE parce que c'est un terme connoté, ça veut dire qu'on prend parti. Donc, on disait dans la partie contrôlée par le gouvernement ukrainien ou la partie contrôlée par les séparatistes. Donc dans les parties contrôlées par les séparatistes, ils ont organisé ce référendum du 11 mai pour leur indépendance. Alors après, la grande question, c'est de savoir est-ce que déjà, bon, personne ne reconnaissait ce référendum, donc quelle que soit sa légitimité interne, il était décidé déjà par avance de ne pas reconnaître, pour un tas de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui intéressait tout le monde, c'est de savoir, c'est OK, mais combien de personnes ont participé au référendum? Est-ce que quelque part, on peut dire qu'il y a un minimum de légitimité là-dedans? Qu'est-ce que ces séparatistes représentent? Alors, il y avait des débats là-dessus. Je ne vais pas vous dire que j'ai la réponse, parce qu'honnêtement, je ne l'ai pas. Je sais que les séparatistes disent qu'à Mariupol, il y avait 130 000 votants, mais un interprète pro-ukrainien avec qui je travaillais me disait non, un autre bruit court que c'est 30 000. J'en sais rien. 30 000, 130 000, honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, la question n'est pas là. Même si on peut creuser. Donc, toujours est-il que ces gens, à un moment donné, se sont exprimés en disant on veut être indépendant. Alors certains voulaient rejoindre la Russie, d'autres non. Certains voulaient rester dans une Ukraine fédéraliste. Voilà. Donc la question de l'indépendance, en fait, en russe, est ambiguë parce que le terme utilisé en russe peut être compris en tant que non pas indépendance, mais autonomie. Voilà. Et donc, quand je parlais à des gens, en fait, certains disaient oui, c'était un référendum pour l'indépendance, d'autres disaient non, c'était pour l'autonomie. Enfin, disons qu'il y avait une ambiguïté là-dessus. Mais toujours est-il que bon, ce référendum a eu lieu et que personne ne l'a reconnu. En tout cas, la RPD, elle, s'appuyant là-dessus, a commencé à mettre en place des institutions. Et alors, j'ai oublié de dire que la RPD a été officiellement proclamée le 7 avril. Le 7 avril. Alors, les dates sont importantes. Et le premier chef de cette RPD, c'était déjà Denis Pouchiline. Denis Pouchiline, qui est aujourd'hui le chef de la RPD officiellement. Il est redevenu. Et c'était lui le premier initialement. Et donc, et c'est quelqu'un du Donbass. Hein, il est né dans la ville d'à côté, Makeyevka de mémoire. Et donc, jusqu'à ce moment-là, on ne voit aucun Russe apparaître, ni de près ni loin. Le premier Russe qu'on voit apparaître dans ce schéma, c'est Igor Strelkov, ou Igor Girkin dit Strelkov, qui est, bon, il est bien connu aujourd'hui. Alors on le présente comme un ancien officier du GRU, hein, le renseignement militaire russe. Et Strelkov, il apparaît donc le 12 avril à Kramatorsk, à la tête d'un commando d'une quinzaine de personnes cagoulées, qui prend le contrôle de la mairie et du poste de police.
Et dans la foulée, non, pardon, la première ville dont il prend le contrôle, c'est Slaviansk. Et dans la foulée, il prend le contrôle des mêmes bâtiments à Kramatorsk. Euh, et en fait, j'ai lu une fois une interview de Igor Strelkov dans le Figaro. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. À l'époque, il était plus du tout en place. Et il expliquait que, alors d'après lui, hein, c'est sa version, on va dire qu'elle est forcément vraie, mais en tout cas c'est sa version, qu'il avait été envoyé dans le Donbass par la personne qui tenait le rôle de président de la Crimée à ce moment-là. Donc j'oublie le nom sur le coup. Mais donc Strelkov était déjà venu pour prêter main forte au moment de la mise en place, enfin dire la transition, on va dire, de la Crimée, d'une Crimée ukrainienne à une Crimée russe. Donc Strelkov a participé à ça. Et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui, d'après lui, le président de Crimée l'a envoyé dans le Donbass pour essayer d'aider les séparatistes, indépendantistes du Donbass à se structurer, en fait, à se structurer et à s'organiser pour prendre le pouvoir. Et dans la foulée de Strelkov, vous avez toute une série de villes, dans les jours qu'on suivi, vous avez des phénomènes similaires. Vous avez des prises, des occupations des mairies ou de bâtiments clés dans tout un tas de villes du Donbass. Et là, on peut penser qu'il y a eu probablement une coordination. Là, bon, j'ai pas de preuve de ça. Là, ce serait ce que vous pourriez appeler la première influence russe ou militaro-russe dans le Donbass. Pour moi, c'est la première, les premiers signes tangibles d'influence russe dans le Donbass. C'est-à-dire que vous avez un type qui est un russe, ancien du GRU, et dans la foulée de l'arrivée de ce type, vous avez en fait tout un tas de prises de contrôle de bâtiments municipaux. Mais ça serait Donc, on peut en effet perçu penser comme qu'à une forme ce moment-là, d'ingérence, les parce Russes que coordonnaient le mouvement. ça peut Pardon. être perçu comme une forme d'ingérence, parce qu'on est dans un Oui, territoire ukrainien avec des gens de l'étranger. oui. Alors évidemment, d'un point de vue du droit, on peut dire que c'est une forme d'ingérence. Maintenant, bon, les Russes s'ils sont bien à l'origine de ça, ils n'ont pas fait ça de manière officielle. Hein. Tout ça, c'est passé par les intermédiaires. Alors, quand on cite les intermédiaires aujourd'hui, on parle d'un homme d'affaires dont j'oublie le nom. Attendez, je vais noter quelque part. Constantine Malofev. Constantine Malofev, ou Malofev, je ne sais pas comment on prononce. Donc, c'est un homme d'affaires russe qu'on dit lié à Strelkov, et qui était aussi lié à un autre russe qui est arrivé dans le secteur peu de temps après, Alexander Borodai. Alexander Borodai, c'est une personne qui, une fois que le référendum sur l'indépendance des régions séparatistes a été approuvé, il a pris le rôle le 14 mai sur désignation de ce qu'on appelait le Conseil suprême de la RPD. Il a été nommé Premier ministre de la RPD. Donc à ce moment-là, exit Pouchiline. Et donc, c'est ce Russe qui est nommé au poste le plus influent. Alors, pourquoi lui D'après ses propres déclarations, lui-même disait qu'il était spécialisé en management de crise. C'est comme ça qu'il se présentait. Et qu'il avait déjà donné un coup de main à la Crimée dans sa transition. Et donc, on trouve la même personne. Voilà. Et bien, si vous voulez, ce qu'on peut déduire, c'est que les Russes, probablement, encore une fois, c'est pas une preuve, c'est que des suppositions, ont envoyé par l'intermédiaire de Constantine Malofev ou du président de Crimée 2 personnes en RPD pour aider la RPD à se structurer et à quelque part construire un mini-État. Et une fois que ces gens ont rempli leur rôle, en fait, les 2 ont été débarqués. Mais les 2 ont été débarqués en mois d'août 2014. Et à ce moment-là, même selon la déclaration de Bourdel lui-même de mémoire, il a dit voilà, on cède la place parce qu'il faut donner un visage local aux institutions de la RPD. Voilà. Et à ce moment-là, il a été remplacé par Zakharchenko, qui était donc qui est devenu le chef de la République populaire de Donetsk, mais lui, c'était quelqu'un du cru. Et quand on regarde en fait ce qui s'est passé en République populaire de Lugansk, alors chez eux, l'indépendance a été déclarée le 27 avril, donc un peu plus tard. Et les 3 leaders successifs de la République populaire de Lugansk, en fait, sont 3 personnes du Donbass. Donc j'ai leur nom quelque part. Alors le premier, c'était Bolotov, s'appelait Bolotov.
Il est resté en place jusqu'au 14 août seulement. Ensuite, il y a eu Plotnitsky qui est resté en place 3 ans et qui a signé les accords de Minsk. Et ensuite, il y a eu Pachechnik qui lui est encore en place aujourd'hui. Mais quand vous regardez le pédigré de ces 3 personnes-là, ils sont tous originaires de Cru. Plasechnik était, avant 2014, il était officier du SBU, donc le service secret ukrainien, et il était chef du bureau de la municipalité de Kadyrov. Bref, donc on a, alors je connais moins bien les RPL au niveau de l'historique global, mais on voit que je n'ai pas vu de Russes dans la structure. Peut-être qu'il y en avait, mais j'en ai pas connaissance. En tout cas, dire que parce qu'il y a eu à un moment donné deux personnalités russes qui ont pris des fonctions importantes dans les RPD, dire que à cause de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de séparatisme dans le Donbass, c'est un sacré raccourci. Et c'est même une déformation de la réalité. Si vous voulez, pour moi, ce qui s'est passé dans le Donbass, on peut le comparer d'une certaine manière avec les Gilets jaunes. À la base, il y avait un mouvement spontané de gens dans tout un tas de villes et qui venaient tous d'horizons différents, mais qui avaient peut-être des motivations différentes. Encore une fois, il y en avait qui voulaient rejoindre la Russie, il y en avait qui voulaient juste le fédéralisme. Il est indéniable qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté à ce moment-là, de manière spontanée dans toutes les grandes villes de l'Est et du Sud. Je pourrais citer aussi Odessa ou Kharkov ou même Dnipro. Hein, c'était pas que le Donbass. Sauf que à Odessa et Kharkov, par exemple, les velléités de mouvements indépendantistes pro-russes ont été réprimées dans le sang. Hein, à Kharkov, il y a eu un groupe qui a voulu prendre le contrôle du Parlement régional. Ça s'est terminé dans la violence et le sang. Hein, et à Odessa, bon, tout le monde connaît, enfin tout le monde. Les gens qui connaissent un peu l'Ukraine savent que le 2 mai 2014, il y a eu un massacre des partisans pro-russes dans le bâtiment qu'on appelait le bâtiment des syndicats à Odessa. C'est un tournant en fait dans le conflit aussi. Et il se trouve que dans le Donbass, le rapport de force était tel que il y avait un tel soutien populaire en fait pour le mouvement séparatiste que le pouvoir ukrainien n'avait pas les moyens de retourner la situation à sa faveur. Vous voyez, et c'est pas deux personnes au pouvoir qui ont changé les choses. Certes, ils ont eu un rôle clé, mais ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait s'il n'y avait pas eu à la base des milliers, des dizaines de milliers de gens qui étaient des partisans actifs d'un nouveau pouvoir. Et au-delà de ces dizaines de milliers de gens, il y a ensuite tout un tas de gens qui étaient des partisans passifs. Mais au total, bon, dans les républiques séparatistes, je crois qu'on comptait 3-4 millions de personnes qui sont restées. D'autres ont fui. Benoît Paris, quand on vous écoute, on voit que c'est excessivement complexe. On voit que il faut remonter à l'origine de l'Ukraine. Il faut remonter à 2014. Mais essayons de nous positionner aujourd'hui. Où on a vraiment des journalistes tels que vous le voyez qui sont en train d'influencer, de réécrire l'histoire, et ça vous fait réagir quand vous voyez ça. C'est qu'on vous dit non, il n'y avait pas de mouvement séparatiste alors qu'il y en avait. Vous voyez aujourd'hui le président Macron dans une forme d'escalade militaire, a envoyé des troupes là-bas, a provoqué, à aller au-delà, et on provoque la Russie. Est-ce que vous pensez que tout ça est justifié? Cette question. Alors, ça dépend si on se place du point de vue de l'Ukraine ou si on se place du point de vue de la France. Moi, si vous voulez, faut un peu revenir en arrière. Il faut se souvenir qu'après les premiers événements que j'ai décrits, il y a eu les accords de Minsk. Hein, les accords de Minsk dont la France était parrain, il faut le rappeler. D'abord, il y a les premiers accords de Minsk signés en septembre 2014. Et ensuite, vous avez eu. Alors, je précise aussi qu'il est aussi probable que l'armée russe, même si c'est pas officiel, soit intervenue à partir de juillet 2014 pour donner un coup de main aux séparatistes du Donbass, parce qu'ils étaient en mauvaise posture à ce moment-là contre l'armée ukrainienne. Ils n'avaient pas assez de moyens. Vous montrez une grande compréhension
de l'histoire, de ce qui s'est passé, des potentielles influences russes. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est, je comprends bien qu'on a eu les accords de Minsk, que la France a été à l'origine, qu'on les a signés. Le président Hollande s'est même rendu les signer. Ce qui est important, c'est quand même de comprendre que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas s'exclure de ces accords de Minsk. Mais moi, quand même, quand je regarde l'information aujourd'hui, j'entends des militaires qui disent que on doit aller montrer à Poutine notre force avec la chair de nos enfants, que on n'exclut pas ce genre d'intervention. C'est quand même vraiment important pour les auditeurs parce que ça fait un long moment et je suis certain que vous avez des histoires passionnantes à raconter. Mais quand on prend un peu de hauteur et qu'on prend un peu de recul, ça ne veut pas dire que tout est de la faute des Russes. Ça ne veut pas dire que tout, on peut pas tout leur mettre sur le dos, que nous avons des parts de responsabilité, que l'Ouest, l'Occident, l'OTAN, les Nations Unies, les États-Unis, les Britanniques, on a tous une part de responsabilité là-dedans. Donc vous êtes un humaniste, comme vous l'avez dit, c'est aujourd'hui, comment fait-on pour arrêter cette situation? Parce que c'est quand même assez angoissant, on va dire, pour même nos citoyens français ou pour vous, de voir ce qui est en train de se passer. Alors, comment fait-on? Bah, il y a comment dire, il y a ce qu'on peut souhaiter, puis il y a ce qui est faisable. Il y a ce qui est, comment dire, acceptable par les uns et pas par les autres. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, la situation est complexe. Mais maintenant, mon avis personnel, c'est que du point de vue franco-français, je veux dire, ça ne nous concerne pas directement, en fait, ce qui se passe là-bas. Moi, je suis persuadé que la crise telle qu'elle se déroule, bon, le président Poutine, il a donné son point de vue là-dessus. Il est connu maintenant, donc il considère que bon, il y a eu après la chute de l'URSS, en fait, il y a eu une division un peu artificielle en fait des différentes républiques soviétiques, qui était basée sur un découpage fait par les bolcheviks à la base, par Lénine et Staline, qui ont découpé l'empire russe de manière arbitraire. Et à ce moment-là, le Donbass est devenu partie d'une Ukraine dont il n'avait jamais fait partie avant, par exemple. Enfin même le sud de l'Ukraine n'avait jamais fait partie de l'Ukraine. Donc c'était quelque chose contre nature en fait, tout ce qui a été fait. Et le problème maintenant, c'est dans l'état d'esprit des Occidentaux, on oublie en fait, ou on fait exprès d'oublier ou de prendre en compte le souhait des populations locales. Et ça, c'est systématique dans l'approche occidentale depuis le début. Depuis le référendum de 2014, moi je me souviens très bien qu'à l'époque, nos représentants de l'État français avaient dit les référendums de Crimée et du Donbass sont illégaux et illégitimes parce qu'ils sont faits sans l'aval de la capitale de tutelle qui était Kiev. Et qu'est-ce qu'on a fait au Kosovo? On a autorisé un référendum d'indépendance contre la capitale de tutelle, Belgrade. C'est exactement l'inverse. Dans un cas, on laisse faire, et dans l'autre, on dit ah ben non, c'est pas possible. Donc, moi, le problème, idéalement, si on voulait régler ce genre de crise, il faudrait revenir à la base, laisser les peuples, les premiers concernés, décider pour eux-mêmes. Moi, j'étais partisan dès le départ pour des référendums locaux dans chaque région. Chaque région décide pour elle-même est-ce qu'ils veulent faire partie de l'Ukraine, est-ce qu'ils veulent faire partie de la Russie, est-ce qu'ils sont favorables à faire partie d'une Ukraine mais décentralisée, c'était l'esprit des accords de Minsk. Il y a toutes ces solutions-là, mais personne ne veut ça. En tout cas, personne à Kiev, personne en Occident n'a jamais proposé une telle solution. Et récemment, c'est Elon Musk a proposé cette solution. Alors, il y a 6 mois de ça à peu près. Et qui était là, encore une fois, la même à laquelle moi je pensais dès le début, avant qu'il y ait le moindre mort en 2014. Mais sauf que c'est pas, comment dire, ce genre de solution qui est pour moi la plus démocratique et la plus juste qui soit, reste ignorée de toute notre classe dirigeante. Alors, c'était les mêmes problématiques à l'époque au niveau de l'éclatement de Yougoslavie. On m'expliquait, ah oui, mais il faut pas faire ça parce que à ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore et puis il y a tout un tas de pays qui vont avoir des problèmes avec leur minorité, qui vont demander l'autonomie, l'indépendance, ceci, cela, et donc c'est indémerdable. Mais mon point de vue, c'est et pourquoi pas? Les gens me disent, oui, mais est-ce que tu es d'accord à ce moment-là pour que la Corse vote pour son indépendance? Et moi, je suis pas contre dans le principe, même si je souhaite que les Corses restent dans la France. Je suis juste que c'est aux Corses de décider. Et encore, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre indépendance et autonomie.
Donc c'est quand même très important en fait hein, de caractériser ces éléments. Oui, mais encore une fois, pour moi, à la base, l'idéal, ça aurait été de laisser les gens eux-mêmes décider. Mais malheureusement, je crains que maintenant, on soit un peu au-delà de ça. Parce que bon, on sait que maintenant que la Russie a, comment dire, a intégré 4 oblasts, en fait, les 2 républiques de Donetsk et de Lugansk, plus l'oblast de Zaporijie, plus l'oblast de Kherson, en plus de la Crimée qui avait déjà été intégrée avant. Donc maintenant, ils considèrent que tout ça fait partie de la Russie. Et je vois pas comment on peut revenir en arrière à partir de ce moment-là. Ça serait pour la Russie une perte de face, mais qui est inenvisageable. Alors Et il y donc, a on est dans le jeu devant un fait accompli. dans le jeu d'échecs international, on entend Vladimir Poutine d'un côté dire bon ben allons en négociation mais sur des bases réelles et on entend le président Macron ou certains membres de son gouvernement dire eh bien il faut que pour pouvoir négocier il faut que la Russie reparte chez elle. Donc ce que vous êtes en train de dire c'est que c'est très difficile de revenir complètement en arrière parce que sinon ça voudrait dire complètement réécrire l'histoire et en oublier certaines de ses composantes. Donc, il faut bien revenir au réel quelque part. Au réel, c'est l'autodétermination des peuples pour vous? Oui, alors ça, c'est mon principe de base, mais pour tous les conflits du monde, quasiment. Alors, je sais que c'est une idée qui va faire bondir probablement certaines personnes qui sont des diplomates en disant que c'est une folie. Mais moi, je suis profondément démocrate, en tout cas dans ma conception. Donc, pour moi, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ça, c'est la définition de base. Et ça, c'est déclinable pour moi, mais aussi au niveau des régions. Et même au sein d'une région, on peut pourquoi pas imaginer qu'une partie d'une région qui n'est pas d'accord avec l'autre fasse partie d'une région d'à côté. Même en Suisse, j'ai vu ça récemment. Il y a des villages en Suisse qui étaient francophones de mémoire et puis qui ont voulu passer dans un canton francophone et pas germanophone. Et ça s'est décidé par des référendums au niveau du village. Pourquoi pas? Au moins, les Suisses ont fait ça de manière démocratique et pacifique. Pourquoi on devrait s'opposer à ce genre de choses à chaque fois qu'il y a un conflit? Et ben, Pourquoi est-ce qu'on devrait je me suis, que les minorités hongroises ne puissent pas décider pour elles-mêmes, la minorité hongroise qui vit en Ukraine, pourquoi on ne leur donnerait pas aux gens-là le droit de décider pour eux-mêmes? Au nom de quoi? Alors, encore une fois, on va m'opposer le droit des États, le droit de l'intégrité des États, leur intégrité territoriale, contre le droit des peuples. In fine, c'est ça. On a une conception du droit des États contre le droit des peuples. C'est comme ça que je le perçois. Et moi, je suis du côté du peuple. Et alors, on va dire démocrate, il y a des gens qui vont dire populiste. Pour moi, c'est pas un gros mot. En tout cas, bon, encore une fois, c'est ma conception. Malheureusement, bon, l'expérience m'a appris qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui la partageaient. Mais je reste convaincu au fond de moi que si, à l'échelle de la planète, on suivait ce principe, mais on résoudrait 90% des conflits, si ce n'est pas plus. Donc, voilà, sinon, bah, c'est le rapport de force. Et là, on est dans un rapport de force aujourd'hui. Alors maintenant, si vous me posez la question, est-ce que la France doit envoyer des soldats à Odessa? Pour moi, ce serait une folie. Pour moi, on n'a rien à faire là-bas. C'est pas notre problème. C'est un problème entre l'Ukraine et la Russie. Et malheureusement, enfin, si l'Ukraine n'avait pas adopté des lois pour réprimer l'usage de la langue russe, il n'avait pas réprimé violemment le séparatisme de manière judiciaire et de manière frontale, militaire dans le Donbass, on n'en serait pas là. Et donc, quelque part, l'Ukraine a sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et maintenant, on est dans un rapport de force. Alors, les gens disent, mais c'est pas normal, on ne peut pas accepter un rapport de force. Et en face, vous avez la Russie qui est puissance nucléaire. On va jusqu'où? À un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et il faut, même si ça va pas plaire à tout le monde, il faut arriver à un compromis qui puisse, comment dire, empêcher qu'on arrive à une guerre généralisée entre tous contre tous. Parce que là, sinon, c'est la logique qu'on suit. Hein. Benoît Paret, juste une dernière question qui est peut-être sous forme de commentaire. Quand on suit votre raisonnement de la détermination du peuple et de l'autodétermination et que on entend le président de la République dire qu'il considère, il n'exclut pas envoyer des troupes françaises là-bas. Alors vous venez de nous dire que vous pensez que c'était une folie.
est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il pose la question à la population française au travers d'un référendum ou justement qu'il consulte les élus du peuple? Alors, il a consulté les élus du peuple dans l'Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de l'accord de coopération de défense avec l'Ukraine, un accord qui n'engage pas le gouvernement. Mais ici, on est en train de faire beaucoup plus qu'engager le gouvernement. On engage le sang des Français si on fait ce genre de choses avec des déclarations belligérantes. Donc, de votre point de vue, c'est si on suit ce raisonnement, il faut saisir le peuple par référendum? Pourquoi pas? Enfin, déjà, comme vous le dites, hein, normalement, pour engager les troupes françaises dans un accord de défense, on doit avoir l'approbation formelle du peuple, selon un article spécifique de la Constitution de mémoire. Or, le vote qui a eu lieu, c'était pas dans le cadre de cet article spécifique, hein, si j'ai bien suivi. Donc, on n'a toujours pas un accord formel au niveau de l'accord de défense avec l'Ukraine. Et donc, dans ce cadre, on peut même considérer qu'il est illégal d'envoyer des troupes en Ukraine sans consulter le Parlement en bonne et due forme. Alors, le Parlement nous a montré à travers son rôle, son vote consultatif, que peut-être il approuverait la décision, mais peut-être pas. Parce que là, il savait que c'était consultatif. Là, après, si on leur demande d'approuver une décision, il n'est pas forcément certain que le vote serait identique. En tout cas, si c'était le cas, moi, je considère que ce serait une trahison des intérêts supérieurs de la France. C'est comme ça que je le vois, mon opinion de citoyen. Mais aussi quand même Et une opinion d'expert, d'observateur international, parce que vous avez observé des zones de conflit, vous avez été sur le terrain pendant de nombreuses années, vous vous décrivez comme un humaniste et quelqu'un qui veut promouvoir la paix plutôt que les situations conflictuelles à partir du terrain, à partir des gens. Donc moi je trouve que c'est fort intéressant que vous soyez venu vous exprimer chez François. On a fait un très très long débriefing. J'aimerais juste quand même que vous donniez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs de François, que les Français qui nous écoutent apprennent, on va dire, de ces 1h20 d'interview? Si vous voulez, quand je suis l'actualité aujourd'hui, je vois qu'il y a une telle hystérisation sur les réseaux, dans les médias, de la part de nos politiques. Il y a pour moi, une telle déconnexion de la réalité. Je trouve que tout ce qui se passe est franchement inquiétant. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler, en fait, pour donner un point de vue plus terre à terre, plus connecté aux réalités du terrain, pour que les gens puissent se faire une idée plus équilibrée de ce qui se passe, loin des caricatures qui sont, malheureusement, je le crains, pour certaines malveillantes. Parce que on a atteint un tel niveau de mensonge par moment, pour moi, qui ne peut s'expliquer que par de la malveillance. On défend des intérêts qui ne sont pas ceux de la France, en l'occurrence, et on nous fait prendre un risque absolument majeur, parce que quand on commence un rapport de force avec un pays qui est puissance nucléaire, on ne sait pas où ça s'arrête. Et comment dire, j'aimerais aussi que les gens qui font l'opinion, les journalistes, prennent aussi conscience de leur rôle à un moment donné, et qu'ils sortent le nez du guidon, et pour se dire, bon, attendez, on va où là? Où est-ce qu'on pousse les gens? Où est-ce qu'on pousse la situation de la France? Où est-ce qu'on pousse nos familles? Et on va vers quelque chose d'irrationnel où les gens minimisent complètement le risque de la guerre. Il y a quelque chose de très français apparemment, qui est de mettre au sommet de la hiérarchie de tout des principes. C'est très bien d'avoir des principes, mais à un moment donné aussi, il faut être réaliste et savoir qu'on ne peut pas imposer ces principes à la terre entière. On ne peut pas imposer un principe de justice tel qu'on le perçoit soi-même à la terre entière, quitte à s'opposer à des gens beaucoup plus puissants que nous et qui ont leur raison pour faire ce qu'ils font. La Russie considère qu'elle défend ses intérêts, qu'elle défend ses intérêts sécuritaires, parce que pour eux, une Ukraine, l'Ukraine telle qu'elle est devenue depuis 2014, c'est un danger pour eux. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Qu'on comprenne ou pas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et moi, je l'ai compris il y a longtemps, ça, à l'époque où je travaillais dans les Balkans, quand je travaillais avec un diplomate russe. Les Russes ont une peur, je veux dire, profonde de l'OTAN. Et une peur de l'Occident, qui remonte à des siècles en arrière. Ça remonte aux croisades, en remontant bien. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Donc, moi, j'aimerais que nos journalistes, les gens qui font l'opinion, même les politiciens, s'il y en a qui regardent,
qui prennent le temps de se reposer, de la réflexion, de se dire, bon, attendez, il faut qu'on se calme, il faut qu'on pense à tête reposée, parce que là, on va trop loin. Il faut arrêter de suivre les consignes d'un tel ou un tel, si c'est le cas. Hein. Faut arrêter les éléments de langage sans réfléchir, parce que sinon, on va tous dans le mur. C'est ça qui m'inquiète. Et donc, encore une fois, moi, j'essaye de donner des éléments d'appréciation pour montrer que c'est pas noir et blanc, la situation là-bas. Et que les conflits, de mon expérience, c'est jamais noir et blanc. Alors, peut-être qu'on peut dire que oui, la Deuxième Guerre mondiale est noir et blanche. Peut-être. Ça, c'est un cas un peu extrême. Mais pour moi, Poutine n'est pas Hitler. Hein. Il y a tout un tas de raisons derrière l'intervention de Poutine en Russie. Et si c'était en Russie, pardon, en Ukraine. Et si c'était pas lui qui l'avait fait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Peut-être que ça aurait été pire. Regardez les déclarations de Medvedev. On peut se dire que Poutine à côté, c'est un modéré. Euh, et donc, je suis convaincu qu'un large soutien de la part des Russes de l'action de Poutine. Et alors bon, évidemment, il y a une partie des Russes qui va pas être d'accord. En général, ces Russes-là, on les trouve à l'Ouest. Mais je reste convaincu qu'il y a une grosse proportion de gens qui le suivent. Et bon, j'ai travaillé aussi avec beaucoup de Russes quand j'étais en Donbass. Et comment dire, c'est des gens comme nous, la plupart. Je veux dire, c'est des êtres humains, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont des enfants. C'est des gens qui veulent le meilleur pour leurs enfants, pour leur famille. C'est des gens qui veulent vivre heureux. C'est des gens qui sont capables de juger si quelque chose est juste ou pas. Mais ils ont aussi leur histoire, leur attachement à leur culture. Et ça, on ne peut pas le négliger. Et on a négligé les peurs des Russes sur leur sécurité. Ce sont des peurs ancestrales. C'est un pays qui a été envahi plusieurs fois dans son histoire et qui s'est battu de manière acharnée contre Napoléon jusqu'à brûler leur capitale ou contre Hitler. Et ils sont farouchement attachés à leur sécurité. Et ça, faut le comprendre. C'est pas 2000 soldats français dans la région d'Odessa qui vont les arrêter. Parce qu'ils considèrent que tant qu'il y a une Ukraine contrôlée par les bandéristes, il y a un danger existentiel pour eux. Et donc, pour moi, l'issue d'une guerre en Ukraine ne peut être qu'une Ukraine qui soit neutralisée, comme l'était auparavant la Finlande ou l'Autriche, un pays qui ne souhaiterait plus rejoindre l'OTAN. Et ça, ce sera la seule chose qui, à mon avis, sécurisera les Russes. Donc, pour moi, ce serait l'objectif à atteindre. Évidemment, il y a plein de gens qui vont être contre. Alors, ok, vous êtes contre? Ok, bah, continuez la guerre, alors. Et continuez la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Ukrainien. Et s'il n'y a plus un seul Ukrainien, qu'est-ce qu'on va envoyer? Des Français? Pour se battre pour l'Ukraine, qui est un pays ultra corrompu, dirigé par des gens qui sont fascisants depuis 2014. Parce que c'est le cas. Je sais pas, encore une fois, je pourrais parler des heures avec vous, mais j'ai plein d'exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Ultra corrompu et fascisant. Benoît Paris, moi, ce que je vous propose, c'est on va clôturer cette interview-là. Je propose qu'on en fasse un deuxième sur des sujets bien plus spécifiques. Là, on n'a pas un portrait de la situation qui est complexe, comme vous le dites, qui explique, on va dire, que notre intervention ne doit pas se faire en dépit du bon sens, que il faut prendre avant tout le temps de réfléchir, le temps d'agir et quelque part, si on doit aller intervenir, il faut savoir au nom de quoi le fait-on, au nom de qui le fait-on, et que historiquement, nous avons peut-être eu une attitude colonialiste, on a eu une attitude de interventionniste avec des armées de projection pour aller défendre certains intérêts en Afrique, par exemple, mais qu'il est peut-être temps de se poser la question de ce que veulent vraiment les Ukrainiens du Donbass, de ce que veulent vraiment les Ukrainiens de l'Ouest, et que c'est peut-être aussi notre devoir d'organiser des élections, d'organiser un référendum un peu plus conséquent en Ukraine et, comme vous dites, de neutraliser. On va arrêter cette interview-là parce que je pense que sinon les auditeurs vont même si jamais c'est passionnant. Mais je propose qu'on fasse une suite à cela sur un sujet peut-être plus spécifique qui est la situation actuelle, parce que j'ai compris que vous regardiez toute l'information pour comprendre un petit peu l'information, la désinformation, qui est pour moi un sujet très important parce que chez François, c'est avant tout dans un média comme François, on est là pour publier de l'information et c'est très complexe de savoir que publier, de savoir quelle est la
propagande d'État d'un côté, quelle est la désinformation de l'autre et la contre-propagande, comme on pourrait l'appeler. Et c'est le véritable challenge. Et moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue dans un nouveau débriefing. En tout cas, merci beaucoup pour cette heure et demie passée en votre compagnie passionnante qui démontre que on a des personnes qui sont allées sur le terrain pour des organismes internationaux, ces organismes qui sont là pour garantir la paix, puisque comme vous l'avez rappelé, au niveau de l'OSCE, c'était une des missions premières au niveau de l'ONU qui a pris vraiment son essor après la guerre du Kosovo. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Et à tous les auditeurs de François qui nous suivent, je vous invite vraiment à écouter Benoît parler, à vraiment écouter ce qu'il a dit, parce que c'est un discours qui est humaniste avant tout, qui n'est pas politique. C'est un discours qui se veut dans le cadre de ce que désire le peuple. Il a rappelé l'exemple avec les Gilets jaunes, qui est pour moi passionnant de rappeler qu'on a eu des mouvements comme ça en France. On a aussi parlé de la Corse. On aurait pu parler de la Bretagne et des Basques à un moment aussi. En tout cas, ces mouvements de peuple qui peuvent mettre en péril l'intégrité de la nation ou l'unité des nations sont des éléments qu'on ne peut pas ignorer, même chez nous. Et c'est pas parce qu'on les ignore chez nous qu'on doit pouvoir se permettre d'agir chez les autres sans vraiment comprendre. En tout cas, c'est ce que je tire de cette interview. Merci beaucoup, Benoît Paret. Je vous donne juste le mot de la fin. Ben, merci beaucoup pour me donner l'occasion de m'exprimer. J'espère que les spectateurs tireront quelque chose d'utile pour eux, d'utile à leur réflexion. J'imagine qu'il y en a certains à qui ce que j'ai dit ne plaira pas, parce qu'on ne fait jamais l'unanimité, mais bon, c'est comme ça, il faut assumer. Et en tout cas, j'essaie d'amener ma petite pierre à la réflexion collective, parce qu'on est tous dans le même bateau, en fait, quand on regarde bien. Et donc ça, faut tous en être conscients, dans un esprit non pas de vengeance et d'hystérisation, mais de calme et de fraternité quelque part. On est tous frères humains sur la planète, aussi bien les Ukrainiens, les Russes que les Américains. Il y a peut-être des gens au sommet qui dirigent tout ce monde-là sans forcément penser au meilleur intérêt de ceux qui le dirigent, malheureusement. Mais bon, c'est à nous, le peuple aussi, c'est à nous d'essayer à notre niveau de faire ce qu'on peut pour que les choses ne dégénèrent pas. Voilà. Merci encore pour votre invitation. Eh bien, merci beaucoup. Le courage de la paix, c'est c'est un combat de tous les moments. Il faut savoir retrouver les compromis et surtout prendre le temps de la réflexion. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée à tous sur François et à très bientôt.